Donc bonjour à tous, merci d'assister à ce webinaire prospective sectorielle que nous organisons dans le cadre de nos animations tout au long de l'année. Aujourd'hui, on va parler d'énergie, de transition industrielle. Ce sont les sujets qui intéressent majoritairement nos adhérents et également les territoires, l'entièreté des territoires en France. Donc aujourd'hui, on accueille Fabrice Lebrun, donc chef de projet innovation chez EDF, qui nous présentera une nouvelle solution que EDF met en place, notamment au niveau de nouveaux data centers et de nouveaux projets de data centers mutualisés. Et on accueille également Jean-Philippe Bonnet, donc directeur adjoint sur le pôle stratégie, prospective et évaluation chez RTE, qui, en plus de nous présenter quelques solutions justement pour traiter ces sujets de transition et d'énergie, va débuter en nous faisant une petite présentation et surtout des constats quant à la capacité électrique industrielle que nous avons aujourd'hui en France. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Philippe, je vous laisse débuter votre présentation. Oui, ça marche. Donc, on donne 20-25 minutes, c'est ça? Et puis, il reste pour les Exactement. questions. Hmm. Super. Alors, allons-y. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. C'est bon? Bon, donc, bonjour à tous. Donc, vous m'avez présenté Jean-Philippe Bonnet, je suis directeur adjoint du pôle stratégie et prospective de RTE. Effectivement, le sujet, c'est de voir comment le réseau électrique va pouvoir accompagner la réindustrialisation des territoires et la décarbonation de notre industrie existante, deux mouvements qui vont être gourmands en électricité, puisqu'il s'agit de nourrir une réindustrialisation qui ne soit pas basée sur les énergies fossiles, mais sur des sources décarbonées, donc soit biomasse, soit électricité. Je commencerai par faire quelques rappels sur des questions de raccordement, parce que donc, ce sera probablement redit par mon collègue d'EDF, mais RTE ne vend pas d'électricité. Le rôle de RTE, sa mission, c'est d'acheminer l'électricité jusqu'aux différents clients, de récupérer l'électricité en fait en sortie des centrales et de l'acheminer vers les différents clients. Ça, je pense que c'est bien connu de vos adhérents. Donc, mais aujourd'hui, face à la multiplication des demandes sur tout le territoire, nous sommes confrontés à des enjeux d'adaptation de notre réseau, à la fois locaux et nationaux. Et je vais essayer de vous donner une perspective sur ces enjeux et de conclure sur effectivement quelles sont les leçons, les conclusions, l'expérience que doivent en tirer les agences de développement économique dans l'accompagnement des projets qui vont avoir besoin d'électricité. Alors, je vais passer rapidement sur les slides, mais je vous les transmettrai, donc ensuite vous pourrez passer un peu de temps. Le rôle des réseaux électriques pour accompagner la transition énergétique est quelque chose qui aujourd'hui, dans plusieurs, dont on prend conscience assez largement à travers le monde. Il y a eu un rapport de l'IE sur le sujet, des articles de presse, la une de The Economist, qu'on aime beaucoup, là, proposant de faire des hugs non plus aux arbres, mais aux pylônes. Le Québec qui a mis en place une procédure de filtrage administratif. Dès que vous voulez raccorder plus de 5 mégawatts au système québécois, il faut avoir un agrément du ministère avant de pouvoir commencer à instruire les raccordements. Voilà, donc il y a un vrai sujet de ruer sur les capacités et de gestion plus ou moins variée de ce qui est une rareté temporaire. J'y reviendrai, le réseau électrique, ça se développe, mais à un certain point, une rareté quand même. Pour donner quelques ordres de grandeur sur les volumes que RTE a vu arriver en termes de demande de raccordement depuis 2 ou 3 ans. Je vous ai mis à gauche la 50 gigawatts, c'est la puissance moyenne qui est appelée sur le réseau. Alors, elle fluctue selon les saisons, selon qu'il fait chaud, qu'il fait froid, entre 30 et 80 gigawatts, il y a quand même un gigawatt sur le gigawatts. En moyenne, c'est 50.
Et quand on regarde les perspectives de développement ou d'accueil, RTE a des sollicitations pour 10 à 20 gigawatts de projets industriels, à la fois de la décarbonation, des gigafactories, beaucoup de production d'hydrogène. On a 5 à 10 gigawatts de demandes en instruction sur des data centers. Et puis, 6 à 8 gigawatts, là, c'est beaucoup plus diffus. Ça se raccorde chez Enedis. Mais c'est un peu l'ordre de grandeur de l'enjeu des bandes publiques de recharge. Alors, tout ça ne s'additionne pas forcément. Les bandes publiques ne fonctionnent pas tout en même temps, pour l'industriel non plus. Enfin, globalement, ça représente des puissances importantes au regard du dimensionnement du réseau. Et tout ça a vocation à tirer la consommation électrique vers le haut. Dans les études prospectives de RTE, les 3 secteurs dont la consommation électrique augmente dans les années à venir, c'est bien le numérique au sein du secteur tertiaire, l'industrie au sens large et les transports, à la fois l'électrification, l'alimentation directe des véhicules électriques, mais aussi indirectement par la production de nouveaux carburants. Donc, il n'y a pas de mystère. Effectivement, on voit bien arriver des projets qui correspondent à des éléments que RTE avait identifiés dans ses perspectives. Petit rappel technique, je ne vais pas y passer trop de temps, mais cette question est assez récurrente. C'est finalement à qui faut-il s'adresser, à Enedis ou à RTE? RTE gère les réseaux à haute et très haute tension, donc à partir du 63 000 volts. On parle de sites qui vont consommer de 10 à 100, 400, voire plus mégawatts. On commence à représenter déjà des fortes quantités d'électricité. Et vous avez la granulométrie RTE à peu près 700 sites industriels directement raccordés à notre réseau. Donc, on parle vraiment du top 500 des plus gros sites industriels de France qui sont raccordés chez RTE. Tout le reste est raccordé chez Enedis et les entreprises locales de distribution. Donc, la grande majorité des nouveaux sites, aujourd'hui, continuera à se raccorder chez Enedis. Pour autant, on a vu fleurir, effectivement, je l'ai dit, les demandes de raccordement à notre réseau. Vous avez quelques éléments d'illustration ici. À droite, une carte pleine de jolies couleurs, alors qui recouvre toutes les demandes de raccordement, qu'il s'agisse de consommation, de distribution, de production, de stockage, voire des demandes multiples cumulant consommation, stockage, production, stockage. Tous les territoires sont concernés pour des volumes plus ou moins grands, mais là, on ne parle bien que de demandes de raccordement au réseau de transport d'électricité, donc ça veut dire effectivement des gros sites qui tapent à la porte. Vous en avez un peu la répartition sectorielle pour ce qui concerne les consommateurs. On a environ un quart de projets vraiment industriels qui se concentrent dans quelques grandes zones industrielles, 40% de projets de production d'hydrogène, avec vraisemblablement une dimension de concurrence, de réservation de capacité, voilà, donc des incertitudes, mais j'y reviendrai sur ces projets. Les data centers représentent de l'ordre de 20%. Et puis, j'ai isolé les gigafactories qui relèvent de nouveaux secteurs industriels, production de batteries, production de panneaux solaires, qui représentent 14% de la puissance. Voilà. Et au total, nous avons déjà alloué de manière assez ferme de l'ordre de 20 gigawatts de capacité à des projets de clients consommateurs. Ça représente un très gros volume. Sur le raccordement, là aussi, sans vouloir noyer tout le monde dans des mentions juridiques, c'est un droit. Il y a un droit d'accès au réseau, il est garanti par les textes européens. Donc, quand bien même la France voudrait faire comme le Québec, elle ne pourrait pas en application des directives européennes. Et deux autres notions, là aussi pour bien distinguer par rapport au rôle des fournisseurs d'électricité, des producteurs. Quand on étudie un raccordement, en fait, on regarde que la répartition physique des sites de production, des sites de consommation. On n'a pas besoin de savoir à qui le client va acheter de l'électricité. On n'a pas besoin d'avoir connaissance de la manière dont il va ensuite se fournir, à qui il va l'acheter. Derrière, nous avons des modèles qui nous permettent de représenter les flux dans différentes configurations et donc d'identifier les contraintes qui peuvent intervenir. Pour autant, on est dans un réseau maillé à l'échelle nationale, voire européenne. Et donc, en application des lois de la physique, toute nouvelle installation, elle a une influence sur l'ensemble du réseau, même sur des sites très distants. Mais évidemment, plus on s'éloigne du site d'implantation, plus l'influence de la nouvelle arrivée est faible, mais ça
peut défendre des configurations. Donc, j'en arrive effectivement à ce que j'évoquais, que gérer un nouveau raccordement réseau, c'est deux dimensions. C'est d'abord une dimension d'insertion locale dans le réseau électrique. Et là, les règles nous permettent et nous obligent même, pour assurer un peu la bonne répartition des ressources de RTE, à facturer ce qu'on appelle les extensions de réseau entre le nouveau site à implanter et le réseau existant au bon niveau de tension. Et évidemment, on a un délai incompressible consistant à réaliser ces nouveaux ouvrages, ces nouvelles extensions entre le site qui est en général du greenfield et le réseau existant. Si c'est du brownfield, on peut parfois réutiliser des infrastructures existantes, mais si elles sont sous-dimensionnées, il faut en construire de nouvelles. Et puis, on a aussi un enjeu d'insertion globale consistant à regarder en amont, au-delà, à l'échelle régionale, voire nationale, si l'arrivée du nouveau site déclenche, génère, aggrave des contraintes préexistantes. Et si ces contraintes sont inacceptables, c'est-à-dire si elles menacent la sûreté de fonctionnement du réseau, si elles menacent par exemple de plonger dans un blackout l'ensemble de la région, bien, nous sommes en droit de conditionner la disponibilité de la puissance ou d'une partie de la puissance, ou de la puissance à certains moments, voilà, on essaie de faire les choses au plus fin, à des renforcements préalables. Et donc, il peut y avoir ce qu'on appelle des limitations temporaires de puissance pendant quelques années. Alors, tout ça est assez complexe, je conçois. On a un véritable enjeu de cartographie des capacités d'accueil. Nous avions un outil existant il y a quelques années qui avait pu servir de base de travail entre les adhérents du CNER et RTE pour étudier l'arrivée de nouveaux projets. En fait, cet outil a été totalement balayé par l'arrivée des nouvelles demandes qui ont totalement bouleversé les hypothèses et le contexte. Donc, nous avons lancé un nouveau travail pour pouvoir produire des capacités d'accueil par poste électrique et pouvoir les publier. C'est un engagement qu'on a pris vis-à-vis de notre régulateur à horizon de l'année prochaine. Quelques mots aussi sur les délais de raccordement. Pourquoi c'est long ce que je dis peut paraître évident, mais c'est long parce que c'est long de faire un ouvrage électrique. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on a beaucoup de demandes, on met les gens les uns derrière les autres dans une file et qu'on traite les dossiers et qu'on a un seul guichet, donc forcément, il faut attendre au guichet. Parfois, on nous dit, mais pourquoi vous ne mettez pas un guichet express pour des projets particulièrement signalés? Oui, mais à ce moment-là, il faut le dire aussi à l'État, à l'administration, parce que sur notre chemin critique, on a l'obtention de tout un ensemble d'autorisations de l'État, d'autorités indépendantes. Et puis, il y a un moment, il y a des travaux à faire. Il faut construire des pylônes, creuser des tranchées, dérouler des câbles. Donc, tout ça sont des infrastructures assez lourdes. Et donc, on est typiquement sur 4-5 ans en moyenne, parfois plus court quand on maîtrise parfaitement le foncier, les zones de développement du réseau, et parfois plus long quand les zones sont saturées et qu'il faut développer des infrastructures un peu lourdes. Autre point que je voulais évoquer aussi, c'est que parfois, là, actuellement, on entend des alertes sur le fait que le réseau est saturé. Faut être bien conscient que la saturation aujourd'hui, elle est largement plus contractuelle que physique, puisqu'on parle de 20 gigawatts de capacité réservée, allouée à des projets, mais qui sont encore en développement. Et il est assez facile de réserver de la capacité sur le réseau de transport. On peut se dire, est-ce que c'est trop facile? Je ne crois pas, parce que quand un industriel réfléchit à s'implanter, veut développer un projet, vous le savez mieux que nous, il a besoin aussi de ne pas devoir sortir trop d'argent, il a besoin de rester agile sur son calendrier. C'est souvent une société de projet ad hoc qui n'a pas une grosse capitalisation. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça de réserver la capacité. Pour autant, ça peut conduire effectivement à ce qu'on ait des projets qui ont réservé leur place, mais qui n'avancent pas ou qui sont un peu fantômes. J'aime bien cette expression des Anglais. Là, vous avez un extrait, ils parlent de zombie project. Parce qu'ils sont confrontés à ces difficultés-là aussi, alors plutôt sur des parcs de production, mais on peut avoir la même chose sur des projets industriels qui, à un moment, sont en stand-by, ne veulent pas renoncer à la capacité qu'ils ont réservée, mais n'avancent pas non plus. Donc, sur tous ces sujets-là, RTE, petit à petit, durcit ses règles, alors toujours en concertation avec les acteurs industriels pour que ça reste en mesure d'écrémer les projets sérieux des projets non sérieux.
Typiquement, on exige maintenant, pour pouvoir réserver sa capacité, une preuve de maîtrise du foncier. Il y a une époque où on pouvait réserver la capacité sur le réseau sans avoir de foncier pour faire son projet. C'était peut-être un peu trop simple. On va maintenant contrôler annuellement la réalité de l'avancement du projet. On va demander à avoir des preuves que les procédures administratives, les demandes de permis de construire avancent, qu'on ait des choses qui attestent que les projets sont sérieux, qu'ils avancent en parallèle de ce que nous pouvons faire. Donc, je vais évoquer peut-être maintenant une démarche qu'a lancée RTE dans les grandes zones industrielles. Je ne sais pas si elle est connue de tous vos adhérents, qui vise à répondre de manière mutualisée à plusieurs demandes de raccordement et finalement à jouer un véritable rôle d'aménageur, un peu comme dans une ZAC, pour faciliter l'installation ultérieure des clients industriels et raccourcir aussi leur délai de raccordement. Alors, comment ça marche, d'où ça vient? Je pars de l'exemple de Dunkerque. Ceux qui connaissent la zone de notre réseau électrique auront reconnu. Dunkerque est une zone très dynamique sur le plan industriel, dans laquelle on a à l'ouest la centrale nucléaire de Gravelines et à l'est du foncier industriel qui est desservi aujourd'hui par un réseau à 225 000 volts, donc qui n'est pas notre plus gros réseau. Notre plus gros réseau, c'est le réseau en rouge sur les cartes, le réseau à 400 000 volts. Les premiers projets qui sont arrivés, qui ont tapé à la porte de RTE, nous avons pu les raccorder sur ce réseau à 225 000 volts, il restait de la capacité résiduelle. Et puis, quand on a vu arriver d'autres projets, là, le réseau vert, il était plein. Et donc, la seule solution technique que nous avions, c'était de dire à ces nouveaux projets qu'ils devaient se raccorder directement sur le nœud à 400 000 volts, le nœud de forte capacité, le plus proche, mais qui, voilà, on le voit pour le projet 4, commence quand même à être relativement éloigné de son implantation. Et puis, quand on a vu arriver d'autres projets, le 5, le 6, on s'est dit, en fait, on ne va pas multiplier les raccordements individualisés en étoile autour de notre nœud à 400 000 volts. Il vaut mieux que RTE développe une nouvelle multiprise de forte capacité à l'est de la zone, qu'on la raccorde par un nouveau nœud électrique à l'ouest, et on va pouvoir rabattre ensuite chaque projet sur le nœud adapté qui est le plus proche. Donc, réduire les longueurs, les coûts des raccordements individuels au prix de la création, de manière anticipée ou en parallèle des projets, ce qu'on appelle une extension mutualisée, c'est-à-dire une infrastructure qui va servir en fait à plusieurs acteurs. Donc ça, c'est une démarche qui est intéressante parce qu'effectivement, elle permet d'avoir des raccordements moins chers pour chacun, on va partager les coûts. Elle nous permet aussi d'engager une infrastructure sans regret. C'est-à-dire que si le projet 4 abandonne en cours de route, ce n'est pas grave, notre infrastructure mutualisée, elle reste pertinente pour les autres projets, voire un nouveau projet qui apparaîtra plus tard. Et au fur et à mesure où les projets vont arriver, on sera de plus en plus en mesure de leur dire on a une infrastructure mutualisée qui arrive dans 3-4 ans, dont vous pourrez bénéficier. Voilà. Donc ça s'est traduit aujourd'hui concrètement par l'engagement par RTE d'un vrai projet d'infrastructure consistant à créer une nouvelle ligne à 400 000 volts, donc une infrastructure assez conséquente avec un nouveau poste électrique à travers la zone industrielle et le port de Dunkerque. Tout ça peut se faire aussi par paliers, donc ce sont des choses auxquelles on réfléchit, de manière à ne pas repousser trop loin l'arrivée de ces infrastructures. À Fos-sur-Mer, on travaille par étapes. On a une première étape d'augmentation de la capacité du réseau pour la zone de Fos en s'appuyant sur des lignes électriques existantes. Puis une deuxième étape à l'horizon 2028-2029 qui nécessite, elle, de créer une nouvelle ligne électrique. Donc, on a la possibilité de travailler de manière échelonnée pour répondre aux attentes. Ces zones mutualisées, aujourd'hui, on en a une dizaine à travers le territoire qui sont lancées. On les retrouve dans les grandes zones industrielles ou portuaires, sans surprise. Mais on a pu aussi développer des choses à Saint-Avold, à Saint-Nazaire, dans le sud de l'Alsace, et parfois spécifiquement pour répondre à des enjeux de data center, notamment dans le sud de l'Île-de-France, ou à Plan de campagne au nord de Marseille. Elles sont loin d'être pleines. Alors, on a un cas particulier à Fos-sur-Mer, avec une zone qui a connu un grand succès, qui est
déjà aujourd'hui pleines par des projets, encore une fois, hein, qui ont souhaité réserver leur place. Dans les autres territoires, capacité est en partie affectée, mais pas totalement. Donc, on a de la capacité d'accueil de sites industriels. Bon, c'est une démarche aussi qu'on cherche à développer, à renouveler, c'est-à-dire qu'on peut la répliquer. Ce qu'on souhaite faire, c'est le faire en bonne intelligence avec l'État, les collectivités territoriales, les acteurs locaux du développement économique, pour que les nouvelles zones qu'on serait amené à développer soient pertinentes du point de vue du foncier, de l'urbanisme, de la volonté des territoires d'accueillir ou pas des activités sur ces zones. Sachant que nous, on n'a pas le droit, on n'a pas de moyens de réserver ensuite ces zones d'accueil électrique à tel ou tel type d'installation. Ensuite, il faut trouver d'autres leviers, d'autres outils pour flécher telle ou telle activité. Je vais passer vite sur tout ça. Alors, peut-être un mot quand même, parce que c'est une préoccupation aujourd'hui, sur les incertitudes qui peuvent entourer les projets industriels qui ont réservé de la capacité, notamment sur ces grandes zones. On entend de plus en plus parler d'incertitudes économiques sur le contexte macroéconomique, sur le marché de l'hydrogène, sur le niveau des financements publics nécessaires à l'émergence de la décarbonation ou de nouvelles filières autour de l'hydrogène. Et puis en parallèle, certains de nos projets suscitent des mouvements d'opposition. C'est en particulier le cas à Fos-sur-Mer, c'est beaucoup moins vrai à Dunkerque. Nous, ça ne nous refroidit pas dans nos projets. On considère que de toute façon, même si ces projets industriels sont entourés d'incertitudes, mais on le savait dès le départ, à contrario, on sait très bien que si nous ne faisons pas ces infrastructures, il n'y aura aucun projet industriel. Donc, poursuit sur notre lancée et avec un vrai soutien de l'État, des services de l'État qui sont dans la même démarche et qui mouillent le maillot avec nous pour aller chercher les autorisations. Dernier point de ma présentation sur les enjeux nationaux. Peut-être une illustration sur un cas concret, parce que je trouve qu'il montre bien la problématique. RTE a lancé, et la concertation a eu lieu au mois de septembre de cette année, le renforcement, la création d'une nouvelle ligne à 400 000 volts, donc là aussi, une autoroute électrique dans la zone d'Orléans, un projet entre les postes de Chaingy et de Dambron, qui vise à lever un goulet d'étranglement qui apparaît avec finalement un déséquilibre dans les développements de la production et de la consommation en France. On a des développements de consommation plutôt aujourd'hui dans le nord, l'est, la région parisienne avec des data centers, et en parallèle de la production renouvelable qui se développe dans le sud-ouest et sur la façade atlantique avec l'éolien offshore. Et donc tout ceci vient renforcer les flux traversants du sud-ouest vers le nord-est et a fait apparaître un goulet d'étranglement au sud de Paris, dans cette zone d'Orléans, qui nous conduit à lancer des projets de développement du réseau. Et dans l'attente de l'avancement de ce projet, aujourd'hui, face aux nouvelles demandes de data centers en Île-de-France, nous les alertons sur le fait qu'ils pourraient ne pas avoir toute la puissance qu'ils demandent le temps qu'on ait fini ce renforcement. Alors, on parle d'un horizon 2028-2030, mais voilà, on voit qu'effectivement, des grands enjeux nationaux peuvent à un moment avoir des répercussions sur la manière dont RTE répond à une demande locale, parce qu'on estime qu'elle a une influence quand même significative sur l'apparition d'une contrainte. Pour gérer tout ça au mieux, RTE est en train de travailler sur un schéma national, qu'on appelle le schéma décennal de développement du réseau, dont la publication est prévue début décembre, qui vise à modéliser l'évolution de la production de la consommation à l'horizon 2035-2040 et à identifier les principaux goulets d'étranglement susceptibles d'apparaître sur le réseau, de manière à pouvoir ensuite concevoir les projets de développement d'infrastructures qui permettront de résoudre ces goulets d'étranglement. Mais on peut aussi se dire que ce travail aura une autre utilité, on commence à le regarder sous cet angle-là, c'est de se dire finalement pour accueillir de nouvelles installations de consommation de très forte capacité, typiquement on parlait aujourd'hui des data centers liés à l'intelligence artificielle, c'est peut-être plus malin du point de vue électrique en tout cas, de les placer en amont des contraintes plutôt qu'en aval, de manière à ce qu'elles soulagent le réseau plutôt que de le charger encore plus. Donc de ce travail-là pourront découler des éléments de planification nationale pour l'accueil d'installations de grande capacité
visant à le faire en bonne intelligence avec le réseau électrique. Voilà, donc en conclusion, quatre points à retenir. Un, vous l'avez bien compris, c'est que, un peu comme le foncier, parce que je pense que vous vivez la même chose sur le foncier, l'accès à la capacité électrique est devenu une ressource convoitée, rare, mais contrairement au foncier où c'est difficile de rajouter des hectares sur un territoire, la capacité électrique, on peut la développer. Par exemple, à travers des zones d'accueil mutualisées. C'est une question de temps et de financement. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais on peut la développer. Ensuite, RTE va publier son schéma décennal et clairement, l'accueil des nouveaux consommateurs industriels est un enjeu majeur pour nous, mais pour lequel on a encore un peu de mal à bien caractériser l'ampleur, le rythme, la localisation des demandes. Donc, c'est vrai que c'est difficile de planifier au-delà des grands sites industriels que j'ai évoqués ou développer des nouvelles zones. C'est un point encore de dialogue avec les acteurs des territoires. Troisième point, on a relancé un exercice de cartographie des capacités. Donc, rendez-vous plutôt deuxième semestre 2025 pour pouvoir vous livrer les premiers résultats. Et puis, dernier sujet, je crois que vous travaillez déjà avec les équipes de RTE en région. Ils sont très impliqués dans toutes ces questions-là, qui sont toujours vos interlocuteurs pertinents pour faire le lien avec les différents métiers de RTE et accompagner des prospects qui auraient besoin de beaucoup d'électricité. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si on a perdu notre animateur. Les principaux micros sont coupés, je crois. Oui, alors, excusez-moi, je me permets, je suis Mathieu Dejouy, directeur du CNER. Je suis en backstage, on va dire. Je crois que Lucas n'a plus de connexion, puisque je vois que son visage est figé. Alors, peut-être qu'on va enchaîner avec vous, Fabrice. S'il y a des questions, n'hésitez pas. En fin de webinaire, un temps sera dédié aux échanges. Et je vous propose donc d'enchaîner avec Fabrice, si vous le voulez bien. Allez, ça marche, mais vous verrez qu'on ne sait pas. Merci, et puis désolé pour ce petit problème Il technique. n'y a pas de souci. Ok, vous m'entendez? Oui. Parfaitement. Ça marche. Ben, merci beaucoup de votre accueil, en tout cas. Donc, Fabrice Lebrun, moi, je suis dans le groupe EDF rattaché à une entité qui s'appelle EDF Pulse Studio et dans laquelle on innove et on essaye de tester des projets de nouvelles offres pour EDF commercialisateur, du coup, pour faire le distinguo avec mon collègue qui est côté distribution dans une entité juridiquement parfaitement séparée. Mais vous verrez que sans forcément s'être concerté en amont de ce webinaire, on travaille sur des problématiques et des enjeux sociétaux qui sont assez comparables, puisque ce que je vais vous expliquer, une des façons qui nous amène à travailler sur des nouvelles façons d'imaginer des enjeux industriels importants pour notre société de demain autour du numérique et des data centers. Nouvelle façon de travailler qui, entre autres, peut permettre de rendre plus acceptable une activité comme celle des data centers dans des environnements et des territoires au niveau de leur stratégie énergétique, puisqu'on verra qu'on peut aussi faire des data centers de taille un peu plus modeste et de façon plus intégrée avec la stratégie énergétique locale. C'est un petit peu le sens du programme que je vais vous présenter maintenant. Alors, hop, on va basculer. Voilà, en espérant que ça s'affiche correctement chez vous. C'est bon? Oui. Allez. Donc, comme le titre l'indique, donc on vous explique comment EDF s'est organisé pour pouvoir proposer une offre qui sort un peu du scope habituel de ses activités de fournisseur d'énergie, mais sur lequel dorénavant on est en capacité de proposer des offres d'hébergement
l'hébergement, donc à la façon d'un gestionnaire de data center, dans l'idée évidemment de devenir un acteur du numérique responsable, comme on l'est déjà, EDF étant une entreprise labellisée numérique responsable. Donc les grands enjeux spécifiques au domaine des data centers, j'espère qu'on est cohérent avec les différents chiffres sur le sujet. Prenez ça comme des ordres de grandeur macro. Donc le numérique dans le monde, dans sa globalité, c'est environ 10% de la consommation d'électricité et de la production, du coup, tout ce qui est consommé est produit simultanément. Et dans cette part qui est déjà très significative, il y a une part qui est liée au data center qui est elle-même très forte et qui représente en gros un gros tiers de cette consommation liée au numérique. Le numérique, c'est donc à la fois les outils que vous avez en main tous les jours maintenant, à savoir vos PC et vos téléphones qui sont fortement consommateurs d'électricité, mais ce sont aussi les réseaux de connectivité et la 5G, mais aussi la fibre. Et puis, un autre gros tiers qui est lié au data center, finalement, qui sont un petit peu comme des centrales vis-à-vis des besoins et qui permettent de centraliser la totalité, tout ce qui est stockage de données, mais aussi calcul, notamment dans le cadre des nouvelles applications de l'intelligence artificielle. Donc, sur ce sujet particulier des data centers, c'est de l'ordre de 13 TWh de consommation en France. Et sur ces 13 TWh, un des enjeux, un des grands sujets de notre entreprise aujourd'hui, c'est d'être acteur de la décarbonation. Bien sûr, ces data centers, actuellement, la très grande majorité d'entre eux chauffent à peu près comme des radiateurs électriques. C'est à peu près le même processus physique. Un électron qui arrive dans un serveur se comporte de la même façon que s'il arrivait dans un radiateur électrique. Et donc, ça se traduit par des volumes assez importants de chaleur émise, la plupart du temps non valorisés. Il y a de l'énergie qui est nécessaire pour le refroidissement des data centers, mais indépendamment de ça, il y a aussi celle qui est générée, la chaleur qui est générée aussi par les serveurs proprement dit. Donc, on a ce volume de 8 TWh par an environ qui n'est pas valorisé. Et c'est pour ça qu'on a cherché des nouveaux formats et des nouveaux modèles d'offres pour essayer de faire mieux en termes de rentabilisation finalement de ces usages-là. On est, comme on l'a évoqué il y a quelques instants avec mon collègue de RTE, sur un marché qui est en forte croissance et qui se traduit par des demandes récurrentes auprès de Enedis et RTE, selon la taille des sites. Et on est sur un marché dont on estime que la croissance est d'environ 10% par an, en particulier sur le marché de la colocation. Le marché de la colocation, pour vous l'expliquer en quelques mots, il y a des opérateurs qui installent des data centers et qui ouvrent leurs portes pour proposer aux entreprises qu'elles viennent installer leurs serveurs dans ces bâtiments-là. Donc, elles utilisent leurs serveurs comme si elles étaient chez elles, alors que l'ensemble des considérations physiques d'approvisionnement en énergie, de climatisation et d'espace est géré par un opérateur. C'est donc des espaces de colocation de data centers. Bon, ce mode de fonctionnement est en forte croissance et c'est une bonne partie des demandes de connexion de nouveaux sites qui arrivent à RTE ou à Enedis sur le marché français. Et donc, l'intérêt de ce modèle-là, c'est qu'il permet de mutualiser les besoins et in fine de réduire autant que possible l'empreinte carbone et les contraintes de coûts et de gestion qui sont vraiment des domaines spécialisés. Alors, j'ai une carte qui est un peu plus basique, un peu plus simple que celle que vous avez vue, mais vous voyez qu'on est aussi sur ce secteur-là, on confirme ce qui vient d'être dit. Il y a des zones qui se prêtent particulièrement bien à l'installation de data centers, notamment parce qu'il y a une sorte d'autoroute de la connectivité qui arrive donc je parle des grands réseaux de fibres qui arrivent de Londres, qui passent par Paris, puis par Marseille avant d'aller vers l'Asie et l'Afrique. Et donc, les gros opérateurs data centers sont friands d'être présents sur cette ligne de connectivité, mais aussi, si possible, à proximité de leurs grands clients. Et donc, c'est pour ça qu'on en retrouve une bonne partie en Île-de-France et maintenant aussi pas mal à Marseille ou à Lyon. Il y a pas mal de demandes en ce moment sur Lyon. Et puis, sachant que la région de Bordeaux va être aussi interconnectée via un réseau de connectivité transatlantique, il est probable que la zone de Bordeaux se développe aussi fortement pour les data centers. Donc, il y a ces zones très concentrées en France. Malgré tout, il y a aussi une demande à la fois de clients et d'opérateurs d'avoir des sites data centers de colocation plus proches de chez eux.
donc en dehors de ces grandes agglos-là. Et puis, il y a aussi une demande assez récente, quand je dis assez récente, qui date d'une dizaine d'années environ, de certains clients qui souhaitent maîtriser vraiment la totalité de ces sites-là et si possible avoir des offres qu'on dit souveraines, à savoir opérer le plus possible avec des acteurs territoriaux et proches des valeurs des clients qui les utilisent. Donc le pourquoi de cette nouvelle offre qui va faire l'objet d'un lancement officiel, donc c'est plutôt courant novembre. Hein, le groupe EDF devra annoncer le lancement de cette offre courant novembre, vous en avez un petit peu la primeur. Donc le raison d'être de cette offre, c'est de proposer une solution d'hébergement des serveurs des entreprises et des collectivités dans des sites data centers sécurisés. Ça, c'est le prérequis pour tous ces usages-là. Et puis qui soit spécialement conçu pour fournir de la chaleur bas carbone au territoire. Ce qui veut dire que sur les sites que le groupe EDF va co-développer, ou co-développe déjà, comme vous le verrez, on attache vraiment une grande importance au fait que l'ensemble de l'énergie soit maîtrisée, non seulement l'électricité amont, qui autant que possible s'adosse bien sûr sur nos propres capacités qui sont particulièrement vertueuses comme étant bas carbone, donc sur le réseau électrique français, mais aussi, lorsque c'est possible, sur des ressources d'origine renouvelable. On fait appel, quand c'est possible, à du photovoltaïque, voire à de la géothermie aussi pour refroidir les circuits nécessaires pour le fonctionnement des serveurs. Donc on a un réseau électrique qui lui-même est bas carbone et autant que possible des sources renouvelables pour le compléter. Et à l'aval, on est promoteur de l'utilisation de la chaleur et on fait en sorte que celle-ci alimente des clients des territoires, ce qui est assez novateur sur le marché de l'exploitation de data centers. Donc finalement, ce que l'on va co-développer, ce que l'on promeut, ce que l'on propose, c'est de faire en sorte que ces data centers-là soient conçus, exploités un peu comme des chaufferies numériques et non pas uniquement comme des objets totalement indépendants qui ne servent qu'un objectif, à savoir le temps de latence et les applications numériques. On promeut une façon de développer ces sites-là avec un angle particulier qui est appliqué à la gestion énergétique et en particulier le fait de ne développer ces sites que s'ils contribuent à l'équilibre énergétique local, y compris en termes de valorisation de chaleur. On s'appuie pour ça sur des filiales. En fait, au sein du groupe EDF, un des constats, c'était de se dire qu'on a nos propres data centers, donc on les exploite nous-mêmes, et ce sont des sites assez emblématiques, et assez vertueux aussi. Donc on a les capacités internes et les compétences pour exploiter un data center. Et on a aussi avec nos filiales, en particulier la filiale Dalkia, toutes les capacités pour gérer des flux de chaleur et les redistribuer à un territoire. Donc c'est un peu cette synergie-là qu'on a cherché à mettre en place et à proposer à nos clients. Alors, en fait, pourquoi on s'est lancé aussi sur cette offre-là, c'est parce qu'on s'est aperçu que le marché attendait un certain nombre de critères, que sont d'une part la sécurité et la sûreté des installations, parce qu'il est évident que les données des clients, des hébergeurs, nos propres données ont une certaine valeur et doivent être maîtrisées en toute sécurité. La souveraineté et la proximité, comme on l'a évoqué il y a quelques minutes. Donc il y a, je dirais, dans le monde du numérique et des applications, il y a des gros volumes qui peuvent être gérés par des gros opérateurs connus, GAFAM ou autres opérateurs de logiciels, qui, eux, ne sont pas forcément demandeurs plus que ça de souveraineté aux proximités. Et il y a d'autres applications de niche ou des applications plus sensibles qui, là, s'adresseront à des clients qui souhaiteront avoir un data center proche géographiquement, donc qui voudront pouvoir accéder à leurs serveurs, et puis, autant que possible, géré par des acteurs de type souverain, c'est-à-dire au plus proche des grandes sociétés présentes sur le sol français. La maîtrise de l'impact carbone RSE, c'est devenu, avec les années, alors ça ne l'était pas il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années, mais c'est vraiment un incontournable de l'exploitation d'un data center aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les utilisateurs doivent avoir connaissance de la maîtrise de l'impact carbone des data centers qui sont utilisés soit directement par les entreprises, soit par des prestataires de services. Donc l'impact carbone RSE, c'est vraiment aussi un sujet sur lequel le groupe EDF est
reconnue. Et enfin, la maîtrise des coûts énergétiques et cette notion de service sur mesure et de relation client qui aujourd'hui est un besoin exprimé par une partie du marché des utilisateurs de data center. Donc on pense que sur ces 5 axes, on est en capacité de répondre aux besoins de certains clients. Donc cette offre-là, elle se développe progressivement, en particulier d'une part avec les data centers qui étaient des actifs existants au sein du groupe EDF et qui se trouvent en Normandie. Donc ces sites-là sont désormais accessibles à des clients du groupe EDF qui souhaitent venir y héberger leurs serveurs. Donc on a une partie de nos data centers qui est réservée à des clients externes, en d'autres termes, et qui sont d'ores et déjà commercialisés avec un premier client qui est signé il y a quelques mois et qui est une filiale de la Caisse des dépôts. Et puis, on complète évidemment cette offre-là sont limitées par des capacités disponibles sur nos propres sites, mais on la complète avec des sites que l'on co-développe en région. Et je m'arrêterai un petit peu plus sur le site que l'on développe dans la région bordelaise. On a des sites qu'on développe avec certaines de nos filiales, y compris outre-Atlantique. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter plutôt les modèles que l'on développe dans les régions et les territoires de notre pays, en particulier du côté de Bordeaux, le site qui est en construction et qui va ouvrir courant 2025. Et donc l'idée, c'est de se positionner comme étant vraiment un acteur qui lance cette approche et cette façon de développer les data centers, sans pour autant forcément vouloir devenir le leader de l'exploitation de data centers en France, mais au moins pour une perspective significative du marché. J'en parle de 5 à 10% de part de marché à l'horizon 2030, et pour avant tout montrer et illustrer le fait que les data centers peuvent être acceptés dans les territoires, y compris avec leurs besoins énergétiques, du fait qu'ils peuvent être acteurs aussi de la production de chaleur, et que c'est un domaine sur lequel l'échelle peut être imaginée différemment que des très gros sites tels que ceux qui font très régulièrement des demandes à RTE pour les implantations dans les grandes métropoles. On peut aussi imaginer, et je pense que les gros opérateurs aussi réfléchissent à une évolution de ce métier-là, on peut aussi imaginer plus de petits sites et peut-être un peu intégrer plus facilement dans les stratégies énergétiques locales. Donc là, cette présentation concerne les data centers d'EDF, ce visuel-là, qu'on a finalement adapté aussi à cette volonté de montrer qu'ils sont tout à fait acceptés dans leur propre territoire, puisqu'on a donc 2 sites interconnectés à Val-de-Reuil et à Passy-sur-Eure en Normandie, reliés par une fibre, ce qui permet de proposer des solutions avec des besoins en double data center, dual site. Ce sont des sites qui sont 100% disponibles, y compris lorsqu'ils sont en maintenance. Et puis, on a en fait, sur ces sites-là, ça nous a permis d'attirer des industriels demandeurs de chaleur qui sont venus s'installer juste à côté. Par exemple, sur l'un d'eux, on a contractualisé cette année, donc c'est assez récent, la vente de 1,8 MW de chaleur qui sera utilisée par l'industriel d'à côté qui s'appelle CFAO Healthcare. C'est un acteur de la santé. Et le fait d'utiliser cette chaleur-là, ça lui économise de l'utilisation d'énergie fossile ou d'énergie électrique dont il n'a plus besoin. Donc c'est vraiment une façon d'imaginer ce secteur d'activité de façon non plus indépendante, comme je l'ai déjà dit encore une fois, mais plutôt totalement intégrée avec une stratégie énergétique locale, ce qui les rend de fait, selon nous, nettement plus acceptables. Et puis sur ce site-là, on va installer également du photovoltaïque en appui pour de l'autoconsommation à hauteur d'environ 3,5 MW qui sera autoconsommé à 100% lorsque la météo le permet, bien sûr. Un autre format de data center est vraiment là, on est sur un cas de développement cette fois-ci neuf, on n'est pas sur de la réutilisation de data center existants comme le nôtre, mais sur un développement nouveau. On a décidé l'année dernière le fait qu'EDF serait co-développeur d'un projet en banlieue de Bordeaux du côté de Mérignac. Et la physionomie de ce site-là, c'est un data center qui va être locataire d'un programme immobilier
comme vous voyez sur le petit schéma qui est ici. Donc le data center est un des locataires, alors un locataire assez important en termes de consommation énergétique, évidemment, mais un colocataire quand même d'un programme immobilier tertiaire, dans lequel on retrouvera une salle de sport, une brasserie, du coworking, il y aura aussi une serre urbaine qui sera juste au-dessus. Et le data center va puiser dans la nappe pour refroidir ses serveurs, sera alimenté en partie avec du photovoltaïque qui sera réparti sur le programme immobilier lui-même, mais aussi sur une zone d'activité commerciale qui est juste à côté, qui s'appelle le village du meuble, pour ceux qui connaîtraient la zone de Mérignac concernée. Donc du photovoltaïque sur l'ensemble des bâtiments autour du site, avec des propriétaires qui sont partie prenante du projet, de l'alimentation en énergie renouvelable au-delà du photovoltaïque avec le refroidissement par géocooling, et un data center qui alimente une boucle et un smart grid. Donc la chaleur des serveurs est redistribuée sur la zone d'activité limitrophe via un mini réseau qui sera construit par Dalkira. Donc là, on a un data center complètement intégré dans un écoquartier et dont les impacts en termes de carbone, voire de réservation de capacité d'énergie est vraiment minimisé, fortement minimisé. Donc ça, ce site-là, on sera très heureux de l'inaugurer si tout se passe comme prévu au niveau des travaux à l'été prochain, avec les premiers serveurs qui vont arriver et la distribution de la chaleur sur le quartier. Là, c'est un exemple sur lequel je ne vais pas beaucoup m'attarder, mais c'est exactement la même chose au Québec avec une de nos filiales qui s'appelle Exaion et qui est un acteur deep tech du groupe EDF qui propose un certain nombre de services, notamment des services de HPC, de calcul haute performance pour les universitaires. Et un de ses principaux clients étant au Canada, le groupe EDF a construit via cette filiale-là un data center qui a à peu près les mêmes vertus que celles qu'on vient de voir pour le projet de Bordeaux. Il est un petit peu plus gros. Il alimente aussi un quartier qui est en totale rénovation sur la base d'un ancien couvent. Donc c'est vraiment un très très beau quartier. Et puis un aspect énergétique tout à fait, aussi sobre que le projet qu'on vient d'évoquer. Bon, sachant qu'en plus il est lui adossé essentiellement sur une fourniture d'hydroélectricité, sachant que le pays est très propice à ça, comme vous le savez là-bas. Donc, alors, pour une petite synthèse technique de ce qui est proposé dans le cadre de cette offre, on propose à la fois d'avoir en fait, on gère les données, on exploite un data center avec deux angles de réseau électrique. Le réseau électrique proprement dit qui s'adosse à du photovoltaïque, au réseau électrique et à des échangeurs, et il y a une notion de stockage électrique et d'autoconsommation collective pour le photovoltaïque. Et puis, le réseau purement thermique, où là, on alimente en chaud et en froid l'ensemble de la zone sur la base du data center qui, là, pour le coup, est utilisé comme une chaufferie. Donc là, évidemment, ça fait appel aussi à des notions de stockage, à des notions d'intersaison. Donc, c'est bien cette double compétence du groupe EDF que l'on exploite pour développer ce type de projet sur les territoires. En sachant que sur ces projets-là, il est évident qu'on ne les développe pas avec des conceptions toutes faites et préconçues et avec des formats très standards, mais on développe chaque projet, puisqu'on en a plusieurs maintenant qui sont prévus dans d'autres régions, notamment la région de Lyon ou la région de Nice et en Île-de-France aussi. On cherche vraiment à chaque fois à refaire une copie à chaque opportunité en fonction des ressources énergétiques locales et des partenaires qui vont faire appel à nos services. Donc il y a des data centers qui n'auront pas le même format parce que les usages ne seront pas les mêmes. Et il y a des enjeux énergétiques et des façons de traiter la chaleur et le froid qui seront évidemment pas les mêmes quand on est dans une région ou une autre, ou avec des besoins qui peuvent être différents. Alors, on a des sujets sur lesquels, de temps en temps, on alimente des piscines. De temps en temps, on alimente d'autres types des industriels, comme on l'a vu avec les data centers d'EDF ou des zones résidentielles et des bailleurs. Donc, chaque projet vraiment fera appel à des choix et à des modes de fonctionnement, voire à des modes de création même de structures juridiques qui pourront être différentes les unes des autres. Et à 100% avec des partenaires locaux, y compris
compris, les ressources du groupe EDF que l'on déploie sont des ressources qui appartiennent aux directions locales en général sur ces projets-là. Voilà, j'en ai terminé pour cette courte présentation. Et nous sommes tous les deux, mon collègue du RTE et moi-même, à votre disposition. Merci beaucoup, Fabrice. Je vois qu'il y avait déjà eu une petite question dans le chat, mais Jean-Philippe y a répondu assez rapidement. N'hésitez pas si vous avez plusieurs questions au sujet de ces deux présentations euh, qui nous rappellent bien effectivement où nous en sommes au niveau énergétique sur nos territoires et surtout comment on peut penser peut-être différemment ou en tout cas de manière pertinente la mutualisation de certaines implantations pour répondre au développement économique. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Ah, dans le chat. Et écoutez, si nous Dans le n'avons chat, je vois pas bien s'il n'y a pas de questions, eh bien, je vais vous remercier et puis vous inviter. Vous savez que le CNER a un programme d'animation assez fourni, même en fin d'année. Donc, je vous invite à venir voir sur notre site. On a un prochain webinaire le 22 octobre dans l'après-midi sur la co-construction des stratégies territoriales et de réindustrialisation avec les agences et est invité le collectif Startup Industriel France qui nous parlera un petit peu de comment on peut organiser justement cette réindustrialisation en parlant aussi aux startups industrielles et pas que aux grands groupes déjà établis. Donc un sujet assez intéressant. Et bien évidemment, vous êtes invité au forum d'Eveco qui se passe cette année à Dunkerque. Et beaucoup de sujets. Forum d'Eveco axé sur justement les transitions et l'industrie et l'industrialisation, mais pas que. On va parler aussi d'attractivité, on va parler de transition de métier, on va parler d'acceptabilité de projets. Donc voilà, une édition avec beaucoup de sujets à traiter, pour laquelle vous êtes bien évidemment tous invités. Je vois qu'il y a une question qui vient de tomber. Peut-on avoir les deux supports de présentation? Merci. Je pense sous réserve, Fabrice, si Ah, c'est bon, normalement. Pas de fait. problème. Et pour Jean-Philippe, je Oui, rebouclerai avec. pas de souci, je vous le fais passer. Très bien. Et ben, je vous enverrai, j'enverrai à l'ensemble des participants, en tout cas ceux qui le souhaitent, les présentations par mail à la suite du webinaire. Et écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Merci, messieurs. Merci d'être intervenus pour ce Merci à webinaire. vous. Et puis, je vous souhaite Merci une de votre excellente journée. invitation. Bonne journée. Merci, au revoir.